Salut à toutes et à tous. Merci de regarder cette interview sur VOA Afrique. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Christopher Fomenyo, il est le directeur régional pour l'Afrique de National Democratic Institute. C'est un think tank basé ici à Washington, D.C. Docteur Christopher Fomenyo, merci de répondre aux questions de la Voix de l'Amérique. C'est un grand plaisir. Merci. Alors, le 26 mars, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a fait un déplacement. Elle a entamé une tournée africaine au Ghana. Elle se rendra ensuite en Tanzanie et en Zambie. Est-ce que, Dr Fomenyo, peut savoir pourquoi l'Amérique a choisi ces trois pays pour ce déplacement? Moi, je pense qu'il y a une certaine intentionnalité dans le choix des pays et c'est une décision qui marque et qui envoie un message fort pour dire que vous pouvez ne pas être un pays à grande dimension comme l'Afrique du Sud ou le Nigeria ou l'Éthiopie, mais si vous faites du progrès dans le sens du développement économique, dans le sens de la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance, ces efforts méritent à être salués et encouragés. Donc je pense que c'est dans ce sens qu'elle a opté pour le Ghana, la Tanzanie et la Zambie. Alors, elle a donc entamé ce déplacement dans ces pays. Quels sont véritablement les enjeux de cette visite? Qu'est-ce que les Américains espèrent obtenir de ces trois pays au terme de la visite? Vous savez que depuis un certain temps, l'administration Biden, depuis même son accession au pouvoir, cherche à se distancer par rapport à la politique de son prédécesseur, Trump. Et nous savons aussi que pendant les 4 années de l'administration Trump, vraiment, il n'y avait pas un grand intéressement à la politique africaine. Donc Biden voudrait démontrer qu'il est attaché au continent. Il voudrait démontrer que la nouvelle politique américaine qui a été déroulée en août 2022 porte, et surtout que le dernier sommet États-Unis-Afrique de décembre 2022 qui a arrêté un certain nombre de recommandations que cela devrait être suivi et pris au sérieux. Et cela explique pourquoi il y a ce déploiement des autorités américaines à travers le continent. Oui, effectivement, ces derniers mois, il y a eu plusieurs hauts responsables américains qui sont rendus en Afrique. Je pense là à la secrétaire au Trésor, Janet Yellen. Il y a eu le secrétaire d'État lui-même, Anthony Blinken, qui était en Afrique. Toutes ces visites, ce n'est pas par hasard pour contrer l'influence croissante de la Chine et de la Russie sur le continent? Effectivement, je pense que pour certains, justement, certains pourraient toujours penser que c'est cette rivalité entre les grandes puissances qui joue. Mais n'oublions pas aussi que, quelque part, cette administration voudrait démontrer son sérieux par rapport à des bonnes relations avec l'Afrique et aussi mener sa propre politique, quelles que soient les relations que les différents pays africains peuvent mener avec d'autres puissances à travers le monde. Et effectivement, vous savez, le secrétaire d'État Tony Blinken est allé au Niger pour la première fois. C'est la première fois dans l'histoire qu'un secrétaire d'État des États-Unis a atterri à Niamey. Et ça a fait vraiment chaud au cœur aux Nigériens, ce qui démontre que plus les personnalités américaines visitent le continent, plus je crois qu'ils seront pris au sérieux sur le continent. Vous savez, sur notre continent, nous sommes encore dans la diplomatie de proximité. Les gens aiment vous voir, vous sentir, vous voir à des moments difficiles, mais aussi à des moments de joie. Et c'est par ces relations-là qu'on peut vraiment renforcer les relations entre les États-Unis et le continent africain. Oui, il y a donc cette rivalité qu'on ne saurait nier avec la Russie et la Chine. Et on a le sentiment que les Américains mettent de moins en moins l'accent sur les thématiques qui fâchent certains chefs d'État, comme les droits de l'homme, comme la démocratie. Est-ce que c'est une perception juste, Dr Fomenyo? C'est une inquiétude dans certains milieux, surtout pour nous autres qui sommes très focalisés sur les questions de la démocratie et de la bonne gouvernance. On doit veiller à ce que dans cette démarche qui va dans le sens de vouloir consolider les relations, que les sujets de la démocratie et de la bonne gouvernance soient toujours traités comme une priorité. Je suis très heureux de constater, en fait, de savoir que dans les 4 piliers de la politique de l'administration Biden, telle que déroulée dans sa stratégie africaine au mois d'août 2022, la démocratie et la bonne gouvernance, ainsi que les questions de sécurité, figurent en bonne place. Donc, c'est important de renforcer ce message qu'il y a des secteurs, en fait, il y a
il y a des zones multisectorielles dans lesquelles il peut y avoir une collaboration et on ne devrait pas sacrifier la démocratie, les droits de l'homme, la bonne gouvernance pour des relations bilatérales. Et justement, en Afrique, ces derniers temps, il y a eu plusieurs pays qui ont enregistré des coups d'État militaires et tout cela, des élections fraudées, contestées et tout cela. Est-ce que Washington doit continuer à considérer que la démocratie est déterminante pour le continent africain? Oui, je crois que oui, parce que si vous posez la question d'abord aux Africains que nous sommes, plus de 70% dans les sondages qui sont faits par Afrobaromètre et d'autres institutions reconnues et réputables, plus de 70% des Africains aspirent à vivre dans des pays démocratiques. Nous aspirons aux mêmes droits, aux mêmes libertés que s'exercent dans d'autres continents du monde. Il n'y a pas de raison à ce que certaines libertés soient acceptées sur d'autres continents et que pour les nôtres, sur le continent, on leur dit, mais vous n'êtes pas à ce niveau de pouvoir jouir de ces libertés-là. Donc moi, je pense que la première demande vient des Africains et que les vieilles démocraties comme les États-Unis et autres devraient les accompagner pour consolider cette démocratie et la bonne gouvernance qui devrait ouvrir aussi d'autres opportunités pour la consolidation du développement économique du continent. Oui, mais les Africains demandent la démocratie, le respect des droits de l'homme, mais ils se posent aussi les questions. Quand on voit les Américains ne pas être aussi regardants sur ces questions-là vers certains de leurs partenaires, par exemple au Moyen-Orient, les pays du Golfe et tout cela, est-ce que ça ne crée pas la confusion dans l'esprit de certains Africains? Ça peut créer une certaine confusion et ça peut s'expliquer parce que le monde d'aujourd'hui est vraiment horizontal en quelque sorte. Le citoyen lambda dans un pays africain donné est au courant 24 heures sur 24 sur ce qui se passe dans d'autres pays du monde et parfois a le droit de se poser des questions. Mais je pense que nous ne devrons pas nous comparer aux pays qui vont mal dans ce sens de la démocratie et de la bonne gouvernance, dans ce sens des libertés. Nous devrons aspirer à être aussi performants que les autres pays du monde. Parce qu'il n'y a pas de raison à ce qu'on ne puisse pas être à la hauteur des attentes du reste du monde par rapport au rôle capital que l'Afrique devrait pouvoir jouer. Je ne vois pas une Afrique, l'Afrique de demain, qui passe tout son temps à se comparer aux pays du Moyen-Orient. Bon, ce n'est pas l'orientation que je veux pour le continent. Et j'estime aussi que beaucoup d'Africains souhaiteraient vivre dans des sociétés normales, avec leurs libertés et leurs droits, ainsi que les obligations constitutionnelles. Alors, vous qui êtes à Washington, vous travaillez, je l'ai dit, pour le NDI. C'est une institution qui est au fait de la politique américaine en matière internationale. Comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir des relations entre les États-Unis et le continent africain sur la base de cette concurrence qui monte avec la Chine et les États-Unis et de cette jeunesse aujourd'hui qui n'est pas la jeunesse d'hier et qui n'a pas la même perception des relations avec les partenaires traditionnels comme les États-Unis et les autres pays occidentaux? Oui, vous avez parfaitement raison de faire allusion aux attentes de la jeunesse africaine. Et je l'ai dit il y a de cela à peu près 2 semaines à Dakar, au Sénégal, que cette jeunesse est exigeante et elle a raison de l'être. Et moi, je pense même que c'est sur cette jeunesse que repose vraiment l'avenir du continent. Donc, je l'encourage à continuer à être exigeante parce que c'est peut-être par là que viendra le sauvetage de notre continent. Il n'y a pas de raison à ce que cette jeunesse se laisse entraîner par l'héritage des générations passées. Elle n'a pas connu l'esclavage, elle n'a pas connu la colonisation, elle aspire à d'autres valeurs, elle se voit comme citoyenne du monde. Donc, il faut motiver cette jeunesse, il faut l'encourager et il faut saluer le fait qu'elle soit exigeante par rapport au partenariat qui devrait se former entre les différents pays et les pays africains. Et vous verrez aussi que du côté de l'administration américaine, très souvent le secrétaire d'État Tony Blinken le dit, que l'objectif des États-Unis, c'est ne pas de décourager les Africains par rapport aux partenariats qu'ils peuvent former, mais c'est de démontrer en quoi les relations avec les États-Unis peuvent porter davantage. Et je crois que dans cet état d'esprit, l'Afrique devrait être libre de choisir ses partenaires et que nos leaders politiques africains devraient se prendre sur eux la responsabilité de gérer
l'ensemble de ces relations de manière à mieux fructifier les populations africaines. Voilà. Parlons de toute autre chose à présent. En janvier dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky vous a nommé ambassadeur de bonne volonté de l'initiative Green from Ukraine. Hein? Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi cette initiative et quel est votre rôle d'ambassadeur de bonne volonté? Effectivement, j'ai été très honoré par cette nomination de la part du président Zelensky, qui, après la signature des accords de Black Sea, comme on dit Black Sea Agreement, au mois de juillet 2022, cet accord devrait faciliter, créer un corridor humanitaire pour permettre à l'Ukraine de pouvoir évacuer ses céréales envers les pays demandeurs. C'était au moment où il fallait atténuer l'impact négatif de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, du fait que sur les marchés, on sentait une hausse incroyable des produits de première nécessité, que le blé se faisait rare à travers le monde et que l'Ukraine, qui par le passé contribuait à 15%, à lui seul contribuait déjà à 15% de la production de blé à travers le monde, n'était plus en mesure de livrer ses exportations sur le marché mondial. Donc, au mois de novembre, le président Zelensky a estimé qu'il fallait avoir un pool des ambassadeurs de bonne volonté. Il fallait que les voix africains puissent participer dans ce pool de personnalités pour se faire entendre, pour essayer aussi de guider la mise en œuvre de ces accords. Et c'est à partir du mois de janvier que nous sommes entrés en fonction. Et je suis très honoré d'ailleurs que notre groupe de 4 ambassadeurs de bonne volonté est mené par l'ancien président du Malawi, donc le docteur Joyce Banda, qui est une personnalité très connue. Il y a aussi le docteur Obi Ezekwesili, qui est l'ancien ministre de l'Éducation du Nigeria et ancien haut responsable de la Banque mondiale. Il y a l'ancien ministre des Affaires étrangères de la Somalie, Dr Omar, et moi-même. Et nous essayons de faire porter la voix africaine, de faire entendre les recommandations venant des Africains dans la mise en œuvre de cet accord pour que les pays africains les plus vulnérables puissent avoir aussi accès à ces céréales venant de l'Ukraine. Effectivement, dans ce cadre, vous vous êtes récemment rendu au Kenya, où vous avez assisté à la réception de 30 000 tonnes de blé venant d'Ukraine. Comment cela s'est passé? Ça a été une cérémonie très émouvante parce que vous savez, les circonstances qui obligent les populations à demander de l'aide, très souvent ces circonstances sont indépendamment de la volonté de ces populations. Pour le cas du Kenya, nous savons que le pays est frappé par une sécheresse inédite et depuis 2021, le Kenya a déclaré officiellement être dans une situation de risque par rapport à l'insécurité alimentaire. Donc, avant le Kenya, il y a eu déjà 5 bateaux qui ont livré en total 140 000 tonnes de céréales à l'Éthiopie et à la Somalie. Donc, c'était le premier bateau qui devrait accoster à Mombasa pour le compte du Kenya. Et c'était très émouvant parce que le gouvernement kenyan a beaucoup apprécié. La cérémonie a été présidée par le vice-président de la République lui-même. Et c'était vraiment très émouvant de voir les différents pays qui ont porté leur contribution pour que ce bateau puisse arriver. Et le visage, les sourires et la joie qu'on captait sur les visages des populations, à savoir que pour les 4 mois qui viennent, au moins plus de 600 000 personnes pourront être servies avec le tonnage qui est arrivé dans ce bateau. Mais après le Kenya, quelles sont les suites de cette initiative Green from Ukraine? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres pays bénéficiaires? Comment ça va se passer? Effectivement, lorsque nous sommes entrés en fonction au mois de janvier 2023, j'ai été surpris de voir qu'il y a plus d'une vingtaine de pays africains qui ont fait la demande. Vous savez, selon une étude qui a été faite par le programme alimentaire mondial, il y a 33 pays sur notre continent qui sont menacés par les risques de la famine. Donc, si ce processus de Grain from Ukraine peut apporter une contribution, même si c'est provisoire, en attendant que les pluies arrivent, en attendant que les conflits cessent, en attendant que les gouvernements revoient leur politique agricole, ça va quand même soulager les populations de nos différents pays. Donc, maintenant que l'accord a été prolongé le week-end dernier,
j'estime que dans les mois qui viennent, on verra d'autres bateaux servir d'autres pays sur notre continent. Donc l'Afrique tend la main pour recevoir le blé d'Ukraine, mais c'est une situation qui ne peut perdurer. L'Afrique doit donc tirer les leçons de ce qui vient de se passer. Dr Fomenyo, vous, quelles sont les leçons que vous tirez de ce conflit russo-ukrainien, et l'Afrique, quelles leçons l'Afrique doit tirer de ce conflit? Oui, vous savez, effectivement, il y a beaucoup d'Africains qui se posent des questions par rapport même au fait qu'un pays en guerre puisse secourir des pays africains avec une terre ariable qui devrait nous permettre d'augmenter notre propre production et de pouvoir secourir les pays voisins. N'oublions pas que même l'Union africaine, il y a de cela presque 15 ans, 15-20 ans, en 2005, avait pris une résolution pour exiger que chacun des pays africains puisse réserver au moins 10% de son budget annuel dans des investissements agricoles. Mais bon, il y a eu beaucoup d'applaudissements, mais les actions n'ont pas suivi. Donc je me dis que ce qui se passe à l'heure actuelle devait réveiller les consciences pour qu'on puisse investir davantage dans l'agriculture et qu'on puisse industrialiser même notre production agricole de manière à pouvoir donner satisfaction aux populations africaines, mais aussi à notre tour servir le reste du monde comme le fait actuellement un pays comme l'Ukraine. Dr Fomenyo, merci d'avoir répondu aux questions de la Voix de l'Amérique. À moi de vous remercier.